C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans. Avis de tempête. Avis de tempête. Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique. Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout le bassin minier. Saccage des machines et incendie. L'agitation s'était étendue aux mines du Nord. Un vent de colère souffle sur le pays. Du coup, j'étais furax, j'étais en train de danser, en train de courir partout, en train de gueuler les slogans. Des siècles d'injustice et d'oppression, des éternités de mépris envers les soumis et les pauvres ont préparé l'ouragan. Enfilez vos kawaii et vos écouteurs. Bienvenue sur le podcast Avis de tempête. Saison 2, épisode 6. Mange 5 riches et légumes par jour. Écologie et lutte des classes. Je repense aux vœux que je vous présentais à la même heure il y a 1 an. Qui aurait imaginé à cet instant que nous aurions à affronter en quelques semaines d'inimaginables défis? La guerre revenue sur le sol européen, après l'agression russe, jetant son dévolu sur l'Ukraine et sa démocratie. Des dizaines, peut-être des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés, une effroyable crise énergétique, une crise alimentaire menaçante, l'invocation des pires menaces, y compris nucléaires. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Pourtant, au fil de ces saisons de danger, ce qui est demeuré constant, une fois encore cette année, est notre capacité collective à relever ensemble ces défis. Là, ça devient difficile de fermer les yeux. Après un été catastrophique, même les pires pollueurs de la planète ne peuvent plus faire semblant. Impossible de ne pas voir les effets dramatiques du réchauffement climatique. Les chaleurs caniculaires, les méga-feux dévastateurs, les sécheresses quasi généralisées, l'automne à 20 degrés, tout ça s'impose brutalement à nous, mais visiblement pas à Macron et ses potes. On a l'impression que pour une grande partie de la population, quelque chose a changé dans la manière de voir le dérèglement climatique et ses effets. Sauf que face à ces conséquences, on n'est pas tous égaux. Entre juin et août 2022, selon l'INSEE, le pays a connu un excès de décès très vraisemblablement dû en partie à la canicule. Selon Mediapart, si l'on compare avec 2019, 11 124 personnes de plus ont perdu la vie l'été dernier. Face à cette situation, la réponse du gouvernement a été à la hauteur de ses ambitions climatiques, c'est-à-dire merdiques. Bien loin de toute politique un tant soit peu ambitieuse, on s'est contenté de grands discours creux nous incitant à redoubler d'efforts dans nos petits gestes, censés nous sortir de cette situation alarmante. Plutôt que d'interdire l'usage des jets privés par quelques milliardaires, pourquoi ne pas plutôt inciter les populations aux mobilités douces? Interdire l'arrosage des pelouses de golf? Non, bien sûr que non. Plutôt leur accorder une dérogation, alors que l'eau est fortement rationnée pour les agriculteurs et les agricultrices. Les jets privés ou la pratique du golf sont révélateurs d'un mode de vie bourgeois complètement hors sol. Et c'est pour ça que, symboliquement, c'est important de s'y attaquer. Mais on va pas faire semblant. On sait parfaitement que le nerf de la guerre, c'est bel et bien le mode de production capitaliste mis en place pour accumuler et s'enrichir au détriment des êtres vivants, humains et non humains. Nous, ce qu'on voudrait montrer dans cet épisode, c'est que ces injonctions individualistes aux petits gestes, et plus largement la politique du gouvernement, sont à la fois injustes et profondément inefficaces. Injustes, car à travers les petits gestes, on passe sous silence le fait que tout le monde n'est pas impacté de la même façon. Derrière ces enjeux écologiques se rejouent des dominations de race, de classe et de genre. Pour le dire plus simplement, ce sont les pauvres et les minorités raciales qui subissent de plein fouet les conséquences du ravage écologique et social provoqué par le capitalisme. Inefficace ensuite, car la politique du gouvernement refuse de regarder en face les responsabilités historiques qui ont mené à la situation actuelle. Le gouvernement préfère faire porter la responsabilité aux populations plutôt que de mettre en cause les entreprises capitalistes qui ont détruit la planète et continuent de le faire.
Pour autant, nous ne sommes pas dupes et nous n'attendons rien de l'État. C'est dans cette perspective que des mobilisations actuelles et passées mettent en lien lutte écolo et anticapitaliste. Par exemple, l'action contre BlackRock en 2019. Voilà, c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui. L'écologie est une lutte de classe. Le compost, c'est riche. La lutte des classes n'empêche pas le jardinage. Le compost, c'est riche. C'est une évidence pour beaucoup, mais ça fait jamais de mal de le rappeler. Les plus riches polluent, et beaucoup. L'exemple dont on a beaucoup discuté cet été, c'est les golfs qui nécessitent un système d'arrosage important pour avoir de l'herbe bien verte. Alors que c'était la sécheresse à peu près partout en France, les golfs ont eu des dérogations pour arroser leurs greens, malgré des restrictions qui ont touché d'autres secteurs, comme l'agriculture. On a là une activité absolument non essentielle, très consommatrice d'eau et de sol, et qui ne profite qu'à la bourgeoisie. Parce qu'on le rappelle, la bourgeoisie, c'est une classe sociale qui se structure et reproduit sa domination dans des espaces de sociabilité bien définis et à travers des activités précises, notamment le golf. Je vous invite à aller lire Les ghettos du Gotha des Pinson-Charlot. Sur sa chaîne Twitch, cet été, le youtubeur Usul a proposé une action en live. On peut relâcher des sangliers sur les terrains de golf des bourgeois. Un mystérieux collectif, nommé les sangliers radicalisés, a donc vandalisé, entre grands guillemets, des golfs cet été. Ils ont arraché la pelouse de plusieurs greens. Quelques messages de revendication ont été laissés sur place. C'est même pas un vrai sport, ou bourgeois, vos sports sont tout pourris, ou encore nous ciblons ce golf privé car il est un exemple du communautarisme de la classe bourgeoise qui s'amuse tranquillement tout en détruisant notre environnement et nos acquis sociaux. Il contrôle l'économie, les médias et la classe politique. Il brûle la planète et il refuse toute restriction du luxe inouï dont ils jouissent. Dans la rue, ils envoient leur police mater dans le sang toute contestation de leur pouvoir. Voici un extrait du communiqué du collectif après un sabotage de golf à Saint-Cloud. Nous, on trouve ça marrant et pertinent. Les loisirs et les sports des bourgeois sont parfois juste à côté de chez nous. Soyez créatifs, emmerdez-les le plus possible. Autre exemple particulièrement pénible, les aventures d'Emmanuel Cringe Macron au Qatar. Sans même parler du Qatar et de la Coupe du Monde en soi, Macron et ses avions au Qatar ont coûté 500 000 € aux contribuables et émis 480 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 53 ans d'empreinte carbone d'un ou une Française. Des milliers de litres de kérosène pour pouvoir faire des zooms sur le visage stupide de Macron en train de hurler à chaque action des Bleus. Chapeau bas, monsieur Sobriété. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale. L'exécutif a lancé toute une campagne de communication pour inviter à la sobriété énergétique. Et là, c'était le concours du coup de com' le plus ridicule. Bruno Le Maire a promis de porter des cols roulés pour faire des économies, et Elisabeth Borne se met en scène en doudoune dans son bureau. Dans un discours du 5 septembre, Macron appelait les Français à être au rendez-vous de la sobriété, en expliquant que la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas, pour éviter les coupures. Il fallait alors mettre la clim, et aujourd'hui le chauffage, moins fort. Faire tourner les machines à vaisselle et à linge la nuit. Éteindre les lumières, bref, on connaît la musique. Un gouvernement qui refuse de limiter les déplacements en jet privé, protège le mode de vie des riches et les entreprises ultra-polluantes, qui spéculent sur l'énergie tout en demandant aux citoyens et citoyennes de faire des efforts. La sobriété, c'est pas pour tout le monde. Alors qu'on nous annonce des coupures de courant, des fermetures d'universités cet hiver, pour économiser du chauffage, des millions de Françaises ont froid chez elles, car incapables de payer leurs factures d'énergie. Pourtant, si on s'intéresse aux tonnes d'émissions des Françaises par niveau de revenus, c'est assez clair.
C'est le rapport mondial sur les inégalités de 2022 qui nous le dit. Pour les 50% des Françaises les plus pauvres, on est à 5 tonnes par personne, et pour les 10% les plus riches, on est à 25 tonnes. Pendant ce temps-là, les ultra-riches se préparent à faire face aux conséquences de leur destruction du vivant avec leurs petits bunkers sur leurs îles privées, comme le relate par exemple un article du Guardian où on peut lire les témoignages hallucinants de millionnaires en roue libre se questionnant sur la meilleure façon de maintenir leur autorité sur leur personnel dans une société post-effondrement. Bref, les ultra-riches se préparent et sont armés. Une fois qu'on a dit tout ça, on ne peut pas s'arrêter là. Dénoncer le mode de vie des riches n'est pas suffisant. On ne fait que la moitié du chemin si on n'insiste pas sur le fait que ce mode de vie, de cette classe sociale, est imbriqué à un mode de production. En effet, et pour résumer, les riches pourrissent le climat, ils sont les bénéficiaires et les organisateurs d'un système de production et d'échange écocidaire, c'est-à-dire le capitalisme. Et en plus, ils font obstacle à tout changement à travers leur mode de vie et leur influence politique. Le tout en utilisant leur fortune pour se protéger des conséquences du ravage écologique en cours. Si on avait encore des doutes, ils sont dissipés. L'écologie est bien une lutte de classe. Je n'ai pas pu sortir pendant 2 samedis de suite, puisqu'il y avait des gaz lacrymogènes qui nous empêchaient de sortir de l'immeuble, et ça a été extrêmement violent. Extrêmement violent. Extrêmement violent. Ah, on peut lâcher des bestiaux. Des sangliers. Voilà. On verra les das Rad. Mais de quoi est-ce que l'on parle quand on dit que c'est au mode de production qu'il faut s'attaquer ? Capitalisme, capitalisme. Qu'est-ce que l'on entend par là ? Dans un régime capitaliste, les biens et services sont produits pour leur valeur économique. Et cette valeur est définie sur un marché qui a sa logique propre. Cette logique n'a rien à voir avec les réalités de nos besoins et des nécessités écologiques. Dans une logique capitaliste, les échanges suivent une loi qui leur est propre, et les marchandises qui les accompagnent aussi. Dans une société capitaliste, il y a donc une perte de contrôle sur la détermination de ce qui vaut le coup d'être produit. On n'en parle tout simplement pas. Par exemple, alors que des centaines de millions de personnes souffrent encore de sous-nutrition, et ça principalement dans les pays du Sud, on perd une quantité colossale de calories en consacrant 2/3 des champs du monde à l'élevage de bétail. Et cela principalement pour les pays du Nord, via une agriculture d'exportation. Tout ça s'explique parce que la viande se vend à un meilleur prix dans les pays occidentaux. Bref, l'une des caractéristiques fondamentales du capitalisme, c'est sa capacité à transformer des objets, c'est-à-dire des choses qui ont un usage qui leur est propre, en marchandises, qui ont une valeur d'échange. Karl Marx l'explique dans son passage du Capital, le caractère fétiche de la marchandise et son secret. Il en parle en prenant l'exemple d'une table. En soi, une table, elle est constituée d'une matière figée, du bois. Elle a une certaine utilité. On peut s'en servir pour manger, pour jouer aux cartes, pour bloquer sa fac. Mais à partir du moment où elle devient une marchandise par sa valeur, c'est elle qui ordonne aux humains comment ils doivent l'échanger et ce qu'ils doivent en faire. Marx dit « Dès qu'elle entre en scène comme marchandise, elle se transforme en une chose sensible, suprasensible. Elle ne tient plus seulement debout en ayant les pieds sur terre, mais elle se met sur la tête, face à toutes les autres marchandises, et sort sa petite tête de bois, toute une série de chimères qui nous surprennent plus encore que si, sans rien demander à personne, elle se mettait soudain à danser. » On ajoute à cela que le principe du capitalisme, en suivant toujours ce bon vieux Marx, c'est l'enrichissement par l'investissement. Le but est de produire des marchandises qui vont être vendues pour accumuler de la valeur pour les capitalistes, et non pas de produire des biens et services qui répondent effectivement à des besoins sur lesquels on s'accorde collectivement. Les bénéfices grossissent et sont systématiquement réinvestis pour faire face à la concurrence, dans un cycle infini. Or, cet impératif de rentabilité qui dirige toute notre économie n'a rien à voir avec les préoccupations écologiques que nous avons. Cette économie capitaliste nous embarque toujours plus loin dans sa logique, une logique d'accumulation de valeur pour elle-même, de valeur pour la valeur. Au lieu d'être un moyen, le marché est une force propre à laquelle nous obéissons. Elle profite à ceux qui ont accumulé du capital,
les capitalistes et les bourgeois donc, qui feront tout pour continuer à l'alimenter. Mais cette machine autonomisée scie la branche sur laquelle le vivant est assis. Cette machine détruit les communautés, en s'accaparant les territoires pour produire toujours plus de marchandises, qui sont responsables de ravages écologiques que l'on connaît. Intoxication de sol par les pesticides, pollution de l'atmosphère, augmentation des gaz à effet de serre, coupe rase, etc., etc. Mais bien sûr, ce ne sont pas les bourgeois qui sont en première ligne devant les conséquences de la logique capitaliste. Le pouvoir économique et politique qu'ils en retirent leur permettent précisément de s'en protéger. Ce n'est pas dans le jardin d'Elon Musk qu'on stockera les batteries de ces Tesla. On préfère envoyer les métaux lourds non réutilisables dans les pays exposés à l'impérialisme occidental. De la même manière, ce ne sont pas les bourgeois qui subiront les conséquences directes de la destruction du sol et la pollution de l'eau par l'extraction massive des métaux. C'est toujours contre des populations minorisées, auxquelles on dénie tout pouvoir politique et toute légitimité, que s'abattent les conséquences négatives de la logique capitaliste. Pour comprendre ça, pas besoin d'aller voir les mines de lithium au Congo. Pas besoin d'aller aussi loin pour un Parisien. Il suffirait de passer de l'autre côté du périph'. Des associations comme le Front de Mer, syndicat de parents d'élèves de quartiers populaires, sans explicitement y faire référence, dénoncent le racisme environnemental. Le racisme environnemental vise à démontrer que les minorités raciales sont disproportionnellement exposées aux risques climatiques et environnementaux. À titre d'exemple, à Saint-Denis, le projet d'échangeur autoroutier, ressorti des fonds de tiroir par les organisateurs des JO 2024, prévoit de construire une route au-dessus d'un groupe scolaire de 700 enfants, ce qui augmentera de 40% la pollution de l'air dans leur école. Ce type de projet montre à quel point les vies que l'on estime le moins sont méprisées. Autre exemple, les aires d'accueil que les municipalités ont l'obligation juridique de construire pour les voyageurs et voyageuses, terme adéquat pour désigner les gens du voyage, sont très majoritairement situées dans des zones fortement polluées. Cette situation a été mise en avant en France par William Hacker dans son livre « Où sont les gens du voyage ?» On dit le 16e arrondissement sont des riches. Je crois que là, il y a vraiment erreur. Par contre, ce sont des gens qui ont envie de vivre calmement. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Nous les avons vus déferler sous nos fenêtres. Et j'avoue que ces hurlements, ces cris, etc. Et puis, c'est surtout, on a l'impression qu'il n'y a pas de chef. Face au ravage écologique et social du capitalisme, il existe des mobilisations qui lient écologie, anticapitalisme et lutte des classes. On a voulu mettre en avant une action qui nous avait particulièrement intéressés, l'action écolo contre BlackRock en février 2020. BlackRock, c'est une multinationale américaine qui gère des actifs économiques à l'échelle mondiale. À ce titre, elle gère aussi des fonds de pension, qui sont des formes de retraite individuelles sur le modèle américain de retraite par capitalisation, en opposition avec le modèle français et collectif de retraite par répartition. Durant le mouvement social contre la réforme des retraites à l'hiver 2019-2020, BlackRock est fortement critiqué pour son lobbying en faveur de cette réforme auprès du gouvernement. En effet, avec la modification du système des retraites, les plus riches sont poussés vers les fonds de pension, là où les plus pauvres ne peuvent pas le faire et subissent le recul de leurs droits sociaux. C'est dans ce contexte de forte mobilisation sociale qu'a lieu l'action écolo contre BlackRock. À la suite de cette action, 2 militants seront attaqués par BlackRock et connaîtront un procès. Alors moi je m'appelle Vipoulane, aujourd'hui j'ai 19 ans et j'ai commencé un peu à militer avec les grèves pour le climat, avec Youth for Climate. Donc à l'origine j'étais pas très politisé et l'entremêlement, on va dire, des luttes sociales et des luttes écolo, c'est pas quelque chose qui me parlait forcément. Moi, je viens vraiment, comme plein d'autres jeunes, en fait, d'un discours presque alarmiste sur le climat, et c'est un peu comme ça que je me suis politisé. BlackRock, c'était en février 2020, je crois. Je dirais que ça faisait 1 an que j'avais commencé à militer.
Et ouais, c'est un peu grâce à Youth que je me suis politisé, qu'on a rencontré des gens d'autres collectifs qui eux avaient déjà un passif militant, on va dire, qui était plus important que le nôtre. C'était une action qui était à l'initiative de Youth for Climate. Si je me souviens bien, ouais, il y avait des gens de plein de collectifs qui étaient là. Il y avait plein de gens de Youth for Climate, il y avait des obéissances écologie, il y avait des gens d'XR, il y avait des gens de collectifs de Gilets jaunes. Et c'est ça qui était intéressant, quoi. Du coup, quand on est entré dedans, je crois qu'il y avait une centaine de personnes. Ah oui, et en plus, je crois qu'il y avait des RG avec nous qui nous ont... Enfin, des RG, du coup, des boucs du renseignement général, quoi, des indiques, qui nous suivaient un peu, et qui avaient compris qu'on prenait le RER pour aller vers Aubert. Donc Aubert, c'est là où il y a les Galeries Lafayette et tout. Et en fait, de manière un peu impensée, je crois qu'il y a les flics ont pris ça, ont cru que ça allait être, l'action allait être aux Galeries Lafayette ou au printemps, un truc comme ça. Donc en fait, il y a une diversion qui s'est créée, mais sans le vouloir. Et il y a plein de groupes qui sont arrivés pour essayer de trouver l'entrée de BlackRock et rentrer dedans. Je pense qu'il y avait une centaine ou peut-être un peu moins de 100 personnes. Alors il se trouve que le bâtiment où il y avait le siège social français de BlackRock, c'était un bâtiment un peu... très vibe Startup Nation, où il y avait plein de petites entreprises. Du coup, quand on est entré dedans, en fait, limite, on cherchait le siège, on savait pas comment y accéder, on comprenait rien, il y avait 40 000 entreprises qui étaient dedans. Et après, il y a des gens qui ont réussi à escalader ou je sais pas trop quoi, et qui ont trouvé là où était situé plus précisément BlackRock. Et ouais, c'était assez bizarre au début comme ambiance, je pense qu'on savait pas trop ce qu'on foutait là. Après, une fois que le siège a été trouvé, je crois qu'il y avait les trophées qui ont été... moi, j'étais pas là quand il y avait ça. Il y a tous les trophées qui ont été tagués et jetés. Je crois que c'était des trophées en mode de champion de finance. Et je crois que c'était surtout ça qui avait fait le buzz. Et voilà, après, il y a eu des tags. En gros, les locaux de BlackRock ont été dégradés comme il le fallait, quoi. Il y a plus eu des retombées médiatiques à gérer et auxquelles t'es pas forcément préparé. Genre, je crois qu'on était en top tweet franc. Et avec plein de médias... des médias qui nous chiaient dessus, d'autres médias qui nous faisaient des articles cool. C'était... Il y avait encore un peu ce côté, c'est les jeunes pour le climat, du coup, je pense que si c'était les Gilets jaunes qui avaient fait cette action, je pense qu'il y aurait eu moins de conciliance. De ce que j'ai compris, il y avait déjà une interconnexion qui était pensée entre, des collectifs de Gilets jaunes, par exemple, et des mouvements écolos, qui étaient plus écolos au sens, mouvement climat, Youth for Climate, etc., quoi. Et donc ça, c'était nouveau parce que je pense qu'il y avait des assos plus institutionnels et organisés, je sais pas comment dire, qui faisaient des actions un peu en mode dans des sièges sociaux d'entreprise, mais c'était pas du tout la même ambiance, la même vibe. Et en termes de stratégie politique utilisée déjà, là c'était beaucoup plus dans on va pas faire les gentils avec BlackRock et les supplier de changer. Peut-être qu'à ce moment-là, en réalité, il y avait ce côté un peu revendication. En fait, plus on pousse le bouchon loin, plus peut-être qu'ils vont changer à un moment, quoi. Peut-être qu'ils vont s'en rendre compte. Mais il y avait plus le côté offensif, je vais dire, et que en fait, on n'a aucun respect à avoir envers des gens qui concrètement vont participer à l'aliénation de millions d'humains et de non-humains, quoi. Je me souviens pas exactement de la réaction des personnes qui travaillent à BlackRock parce que ça fait quand même 3 ans. Mais dans mes souvenirs, c'était un peu le discours classique de on peut discuter autre part, il y a des manières de faire ça, là vous êtes en train de tout dégrader, blablabla, c'est le discours classique qu'il y a dans toutes les formes d'action qui s'attaquent à des multinationales, quoi. L'action de BlackRock finalement, c'était un peu... c'était pas prévu, je pense, à l'origine qu'il y ait un lien aussi fort entre les mobilisations des retraites et les luttes écolo, parce que si je me souviens bien, à l'origine, je crois que c'était plutôt Société Générale qui devait être visée. Et en fait, ça, je crois que c'était un plan B. En l'occurrence, le lien s'est fait un peu après, et on s'attendait pas forcément à avoir toutes ces répercussions, à faire entre guillemets un buzz médiatique, et à créer un peu ce lien entre des luttes écolo et les luttes contre la réforme des retraites, quoi. Parce que BlackRock en soi, la cible était parfaite pour ça. En gros, avec la réforme des retraites, les retraites vont être gérées par capitalisation. Et donc, en gros, si je résume grossièrement, tout l'argent, toutes nos cotisations vont être confiées à des fonds d'investissement, comme BlackRock par exemple. Il y en a d'autres. Je crois que BlackRock, c'est le 2e plus gros fonds au monde, qui vont ensuite gérer tout cet argent-là. Et il me semble que Larry Fink, le PDG de BlackRock, avait dit que, grosso modo, s'il n'y avait pas de croissance économique,
l'argent des retraites n'était pas du tout garanti. Parce que justement ils investissaient, ils spéculaient avec cet argent-là quoi. Et 75% des actifs gérés par BlackRock sont investis dans les énergies fossiles. Je sais pas comment dire, je crois qu'à l'intérieur il y avait des gens qui avaient trouvé des documents avec qui présentaient les liens entre BlackRock et Société Générale par exemple. Donc voilà, c'était un peu évident a posteriori le lien entre la réforme des retraites, l'aliénation que subissent les travailleurs et les conséquences écologiques qui vont avoir ça. De toute façon, on peut pas vraiment penser l'écologie en dehors de tout lien entre humains. Et je pense que, pour moi, il y a une distinction qui me parle, c'est la différence entre écologie et environnementalisme. Pour moi, je vois l'environnementalisme comme une manière de percevoir la nature comme une entité qui serait extérieure à nous, qui serait essentialisée, et qui serait du coup à protéger des humains en quelque sorte. Et finalement c'est un peu une notion qui est une adversaire complice de l'idéologie du capitalisme qui voit en la nature une simple matière inerte à exploiter. Et je pense que c'est cette logique aussi qui conduit à une forme de hiérarchisation des luttes qu'on pouvait retrouver à l'origine des mouvements climat par exemple, et que moi aussi j'avais en réalité, en considérant que la lutte contre le changement climatique et la protection de cette nature qui serait extérieure aux humains, elle serait finalement supérieure à d'autres formes de lutte. Alors que l'écologie, la logique essentielle pour moi dans l'écologie, c'est la logique de penser en termes de relations. Et la lutte écolo, pour moi, c'est repenser et acter des relations qui seraient nouvelles, qui seraient libératrices et libérées entre les humains et le non-humain, mais aussi entre les humains. En gros, pour moi, c'est défaire toutes les formes de relations aliénantes pour en construire de nouvelles. Et donc, évidemment, ça implique de repenser, reconstruire des relations entre les humains, et je pense qu'on a beaucoup trop oublié ça, aussi bien dans une partie des luttes que quand on parle d'écologie de manière théorique. Donc ça implique de se défaire de toutes les formes de relations aliénantes, et le capitalisme impose des formes de relations aliénantes qui sont gouvernées par des logiques de profit, de production de valeur économique, de contraintes temporelles, de marchandisation des corps, on pourrait citer plein de logiques qui sont inhérentes au capitalisme. Le capitalisme est nécessairement impliqué dans des logiques aliénantes, donc si on veut construire des sociétés écologistes, ça implique nécessairement de se défaire des logiques capitalistes. J'ai l'impression que dans les luttes écolos, c'est quelque chose qui est quand même acté, surtout avec les luttes écolos plus récentes, qui sont médiatisées avec les soulèvements de la terre et tout. Je pense que j'ai l'impression que ça ancre un peu plus ça. Il y avait plein de petites actions qui étaient organisées ensuite, si je me trompe pas, mais ce côté fort et aussi avec toutes ces retombées médiatiques, je pense qu'il n'y a pas eu forcément ça, mais aussi parce que 17 arrestations sur moins de 100 personnes, je pense, c'est quand même compliqué à gérer. Il faut pas non plus trop idéaliser ce type d'action, parce que déjà il y a le côté répression, et en termes d'efficacité pratique, ça a rien changé entre guillemets au cours de BlackRock. La seule chose que peut-être que ça a permis, c'est de tisser des liens plus forts entre lutte sociale et lutte écolo, et même s'il y avait un peu ce discours du côté des militants et de Youth ou de désobéissance écolo pareil par exemple, c'était peut-être pas forcément reçu ou perçu de l'autre côté entre guillemets. C'est-à-dire que les discours ils sont pas forcément reçus, alors que les actes ils enracinent plus les liens quoi. Il faut pas idéaliser les actions qu'on peut faire, et il faut toujours avoir ce retour critique et pas tomber dans une forme de militantisme spectaculaire, d'érotisation de certaines formes d'action qui seraient cool juste parce qu'elles seraient offensives. Si c'est des actions offensives mais qui derrière génèrent énormément de répression sans avoir d'impact matériel, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Moi je pense pas. Et je pense qu'en fait il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que juste après il y a eu le confinement, et donc potentiellement s'il n'y avait pas eu le confinement, il y aurait eu peut-être d'autres collectifs ou d'autres actions qui auraient suivi la même logique. Et je pense que le confinement ça a aussi permis d'avoir une remise en question par rapport à tout ça, et un retour plus critique sur nous-mêmes quoi. Mais voilà, je pense que c'était un peu un tournant dans l'offensivité que pouvaient avoir des mouvements qui s'auto-pensaient comme écolos au sein de la métropole. Quand métropole au sens de ville.
s'agirait de conclure maintenant. Si l'on veut répondre à ces préoccupations, on n'a pas d'autre solution que de reprendre le contrôle sur cette mécanique aveugle du capitalisme en adoptant un autre modèle. Le communisme, bien loin des dictatures qui s'en sont revendiquées, c'est tout simplement une conception de l'économie où l'on discute collectivement de ce que l'on veut produire pour ensuite réfléchir aux moyens de le faire. Les biens et services ne sont pas produits pour la valeur économique qu'ils peuvent rapporter, parce qu'ils permettent un enrichissement, mais parce qu'ils répondent à des usages déterminés. Ce n'est alors que dans une logique communiste qu'on peut penser l'organisation de la production de nos moyens de subsistance dans un sens écologiste. Ce qu'il va falloir être clair, la majorité de ce qui est nécessaire à la survie de l'humanité et d'une grande partie des vivants non humains, ça n'a rien de rentable. Repenser l'organisation de l'habitat pour se débarrasser de la voiture, ça n'a rien de rentable pour l'industrie automobile. Ce sera toujours mieux, économiquement parlant, de produire des milliers de voitures individuelles, vendues à bon prix, que de généraliser le transport en commun. Relocaliser la production pour réduire les dépendances au pétrole, préserver les zones humides de la construction de Thunderparks pourris, passer d'une agriculture industrielle à une production agroécologique, tout ça non plus, ça n'a rien de rentable. La croissance, c'est un impératif capitaliste, c'est ainsi qu'il faut la penser, et on ne pourra la dépasser que par du communisme. On pourrait alors nous faire le reproche de vouloir revenir à la bougie. Bon, ça, c'est un argument souvent utilisé pour discréditer des politiques écologistes. La seule chose qu'on proposerait, c'est une vie plus austère. C'est évident que dans un communisme écologique, la variété des biens de consommation proposés dans les supermarchés ne sera pas la même. En fait, spoiler alerte, il y aura plus de supermarchés dans le monde qu'on vous propose. Mais, même si tout le monde n'a pas accès à ces biens de consommation, pour un grand nombre de personnes depuis l'après-guerre, on observe que le niveau de vie s'est considérablement amélioré avec la société industrielle capitaliste. Mais à quel prix si on regarde les ravages écologiques en cours et passés et le mode de relation que ça implique? Et ce mode de vie, la partie la plus pauvre de la population, n'y a toujours pas accès. La précarité, un grand nombre de personnes la connaît déjà, et elle est renforcée avec les politiques d'austérité et la casse du service public. Ça serait donc quand même le comble d'attendre des plus précaires de faire le plus d'efforts, de consommer moins. Une partie de la solution, on peut la trouver dans ce qu'on a vu plus haut. Rogner sur la marge des bourgeois. On gagnerait déjà quelques points contre l'écocide et contre la misère. Mais bon, ça ferait pas tout. Et le danger, ça serait d'avoir un communisme et une écologie qui soit purement restrictif, qui n'ait en fait rien à proposer d'autre chose que du négatif, que ce soit vu comme une écologie punitive. Qu'est-ce qui pourrait donner donc vraiment envie dans une écologie communiste? Est-ce qu'on peut, dans ce cadre, penser le principe d'une vie meilleure, d'une vie émancipatrice? Pour répondre à cela, on a envie de repartir d'une revendication du mouvement ouvrier. Une revendication qui a toujours fait l'objet d'âpres luttes de classe, la réduction du temps de travail. Historiquement, les capitalistes ont toujours préféré accorder des hausses de salaire plutôt que de réduire le temps de travail. Cette revendication a tout son sens pour penser une écologie. Des penseurs comme André Gorz et certaines franges du Parti des Verts allemands des années 80, qu'on appelait les Die Grünen, l'ont bien vu. Si on sort d'une logique de consommation, qu'on consomme moins, qu'on consomme des biens moins sophistiqués, on peut, dans une certaine mesure, envisager une baisse de l'effort nécessaire à consacrer dans le travail. Et on a là quelque chose qui peut être éminemment positif dans une vie. Si on a du temps, on peut passer plus de moments avec sa famille, avec ses amis, faire du sport, de la politique, cuisiner, faire de la musique ou faire ce qui nous plaît. On peut alors consacrer plus de temps à des choses qui améliorent considérablement nos conditions de vie sans nuire au vivant dans sa globalité. Repartir de cette revendication permettrait d'ancrer l'écologie dans une perspective anticapitaliste et de lutte des classes. Montrer qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre. Très concrètement, dans le contexte actuel, défendre cette revendication, ça passe stratégiquement par combattre la nouvelle réforme des retraites, qui vise à allonger le temps de travail en repoussant l'âge légal de départ à la retraite à taux plein. En reprenant ce qu'on a dit avant, on peut affirmer que c'est une réforme anti-écologiste, en plus d'être une réforme inégalitaire et précarisante. On vous invite donc à rejoindre les mobilisations en cours. Mais on n'a pas envie de s'arrêter en si bon chemin. Dans une perspective révolutionnaire, on ne veut pas juste réduire le temps de travail, mais on a envie de parler d'abolition du travail,
et pas seulement du travail salarié. C'est-à-dire d'abolir le rapport d'aliénation capitaliste qui nous contraint dans un modèle production-consommation à produire toujours plus. Comme la question du travail est centrale dans la critique du capitalisme, on a prévu d'y consacrer un épisode entier. Voilà, c'est la fin de cet épisode et on espère que ça vous a plu. À bientôt!